Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Comment transformer mon offre de service. Alors je suis en la compagnie de Stéphane Reynaud aujourd'hui et je suis en mode hiver parce qu'il fait très froid dans nos bureaux, donc j'ai pas mon t-shirt orange habituel, j'ai notre sweat bleu, mais ça change pas qu'on est au même niveau pour vous accompagner aujourd'hui. Vous êtes déjà beaucoup à nous avoir rejoints, donc je vous propose qu'on commence directement. Première chose à vous rappeler, c'est que sur votre écran, vous avez un onglet questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous interrompre en envoyant des questions écrites pendant le webinaire. Certaines pourront vous être répondues directement par écrit à des collègues à moi qui sont là aussi. Ou alors certaines, on va pouvoir répondre pour tout le monde directement à l'oral. Donc envoyez-nous vos questions. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Stéphane pour te présenter. Bien, bonsoir à tous, merci à Dex de nous avoir invités et pour présenter en effet les résultats de l'étude qu'on a menée ensemble sur donc la transformation de l'offre de service. Donc merci à tous, je suis Stéphane Reynaud, je suis directeur de publication donc du mensuel et du site web La Profession Comptable. Je suis également expert comptable et consultant pour de nombreux cabinets. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on suit évidemment l'évolution du marché et que je vais avoir le plaisir avec Florent de vous animer ce soir ce webinaire. Et donc pour ma part, je suis directeur France de Dext. J'ai découvert le monde de l'expertise comptable en 2015 et depuis on essaye d'aider les experts comptables avec Dext à gagner du temps sur tout ce qui est tenue comptable. Et de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des cabinets qui avancent très vite. Et la nouvelle question, c'est mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce temps qui est disponible? Comment on passe à des nouvelles missions, sachant que la comptabilité, la tenue traditionnelle va être en baisse. Donc c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. Alors au programme aujourd'hui, et je voudrais commencer par remercier Ronan qui travaille dans l'équipe Dext, qui a à la fois organisé ce webinaire et qui a à la fois mené tout le projet de l'étude en 2021 sur les experts comptables et l'avenir de leur métier, donc avec la profession comptable, avec OpinionWay et avec vous tous. Et donc un grand merci à Ronan, c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. C'est aussi lui qui est en partie sur les réponses aux questions, donc n'hésitez pas à lui écrire si vous avez aussi apprécié l'enquête que vous avez déjà regardée. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Deux parties. La première partie, on fait un retour sur les grands chiffres de l'étude, ce qu'on pense les plus intéressants, et on les analyse, on regarde qu'est-ce que ça veut dire peut-être pour 2022, mais surtout on va vite aller sur une deuxième partie qui est qu'est-ce que ça peut être pratiquement ces nouveaux services, c'est quoi des clés de la transformation et c'est quoi des exemples de missions qui peuvent très bien marcher. Je vais me cantonner pour ma part beaucoup à la première partie, et Stéphane va m'interrompre quand je serai trop long, et il faut surtout pas hésiter à m'interrompre. Et en deuxième partie, ce sera surtout Stéphane qui prendra la main pour avec son expérience partager quelque chose sur les nouvelles missions potentielles. Et tout du long, posez-nous vos questions. Il y aura 2 sondages durant ce webinaire, donc restez attentifs pour les moments où nous allons vous lancer les sondages. Bon webinaire à tous. Alors, la première chose très importante, c'est que tout le monde veut accélérer la transition. Donc il y a un chiffre qui nous a pas vraiment surpris parce qu'on s'y attendait, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de 90% des experts comptables qui nous disent évidemment que je veux avancer. Donc 96% même qui disent que la transformation digitale est une priorité. Donc il n'y a pas de question. Tout le monde a envie d'avancer, on n'est plus comme il y a 5 ans à se demander est-ce que ces logiciels-là, est-ce que ces nouvelles missions, ça a du sens? Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde, 96%. Au moins un débat de moins. Par contre, ce qui se passe, c'est que dans les faits, on veut avancer, mais des fois, on ne peut pas forcément, parce que c'est difficile ce changement. Et on s'en rend compte avec ce chiffre qui est peut-être estimé un peu même de façon optimiste, c'est qu'il y a 58% seulement des cabinets qui disent qu'ils ont à la fois digitalisé et automatisé la saisie des données. Donc 96% qui disent on a envie d'y aller, et 58% qui disent oui, ça y est, c'est fait, on a digitalisé et automatisé la saisie des données comptables. Sachant que c'est les gens qui étaient intéressés par notre étude, et sachant que ça se trouve, c'est sur quelques clients, et c'est pas encore sur tout leur portefeuille. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 32%, 42% même, vous voyez que c'est pour ça que je suis pas du tout dans les métiers des chiffres. Il y a une grande partie des experts comptables qui ne sont pas allés au niveau où ils voudraient aller, et ça nous surprend pas non plus, mais la question c'est comment on fait pour accélérer.
Alors, si tu veux, Florent, là-dessus, c'est vrai que moi, ma réaction, hein, très clairement, elle est de dire que, assez classiquement, c'est un peu comme les bonnes résolutions qu'on prend en début d'année. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a envie, à un moment donné, de faire quelque chose. On se dit, tiens, on va faire son régime, on va changer les choses. Et puis après, à un moment donné, il y a quand même des efforts à fournir. Et très clairement, c'est vrai que tu as raison de dire que sur la direction, tout le monde est conscient qu'il faut transformer la process. Mais la question qui peut se poser, c'est comment est-ce que je vais faire, très concrètement. Ouais, totalement. Et le problème qu'on a, parce que les gens n'ont pas forcément avancé au rythme où ils voulaient aller, c'est que quand on revient sur le centre de l'étude et qu'on leur demande pour quelles raisons est-ce que vous n'avez pas développé aussi vite que vous vouliez des nouvelles offres pour vos clients, la raison numéro 1, c'est le manque de temps, ce qui peut se comprendre parce qu'on n'a pas réussi à automatiser la tenue traditionnelle, donc on ne peut pas forcément passer sur une nouvelle mission. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas une demande des clients, parce que les clients ils sont habitués à faire la tenue. On va voir après quelques méthodes pour s'assurer que ce soit une demande des clients. On n'a pas repris dans cette étude quelles étaient les demandes de vos clients. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà beaucoup d'études qui sont sorties. On en avait aussi fait une nous-mêmes en début 2021 pour expliquer les besoins des TPE et de vos clients. Et elles sont extrêmement claires. Elles précisent à très fort niveau que les TPE ont des grandes attentes, ont beaucoup de besoins d'accompagnement. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont la confiance envers les experts comptables qui est bien plus haute qu'envers leurs avocats ou leurs banquiers ou autres. Et donc, il n'y a pas de problème de demande en soi, il y a un problème de comment on fait remonter cette demande. Donc c'est aussi ce qu'on va voir par la suite. Donc, premier problème, manque de temps. Deuxième problème, manque de demande client. Tu voulais réagir, Stéphane ? Non, mais je crois que tu as raison. C'est-à-dire que notre problème aujourd'hui dans les cabinets, et d'une manière générale, c'est un problème qui est récurrent et qu'il faut qu'on arrive à lever, c'est en effet à dégager ce temps nécessaire pour pouvoir justement être plus proche du besoin client et donc proposer le service qui est attendu. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Et c'est vrai qu'on pouvait penser il y a quelques années que les cabinets allaient plus vite dans cette transformation, et on s'aperçoit aujourd'hui que ils ont quand même parfois du mal. Et donc tout l'intérêt justement de réfléchir et de partager comme on le fait ce soir, c'est de pouvoir chercher des clés pour accélérer ce temps disponible. Ouais, totalement. Alors, ce graphique qu'on vous montre là, c'est quelque chose qu'on a créé d'abord en interne pour l'équipe, pour réexpliquer la mission de notre équipe à nous, mais c'est en fait quelque chose qui a totalement du sens à vous montrer aussi ce soir. C'est sur le choix de à quel point on veut essuyer les plâtres en innovant, donc à la fois dans la stratégie d'automatisation et à la fois dans la stratégie de créer des nouvelles missions, ou à quel point on veut attendre de passer derrière d'autres cabinets. Et en fait, la stratégie d'innovation, elle est bien plus importante aujourd'hui qu'elle pouvait être dans les années 90 par exemple. Je vous explique pourquoi. Alors, vous voyez sur l'axe des ordonnées, donc la productivité et le service client, donc en gros la qualité des services qui sont donnés à vos clients et le coût que ça vous coûte. Et sur l'axe des abscisses, vous voyez le temps, donc le temps qui avance avec quelques étapes importantes. Et donc, ce qui est hyper clair, c'est que vous pouvez, grâce à la technologie qui est disponible, offrir beaucoup plus à vos clients et le faire en beaucoup moins de temps, de façon beaucoup plus efficace. Que ce soit avec Dext ou que ce soit avec d'autres outils, il n'y a aucune raison de ne pas avoir de technologie disponible. Le problème, et qu'on voit chez nous, chez les cabinets qui nous utilisent et de façon générale, c'est que même si la technologie explose, on n'a pas beaucoup plus de formation, on n'a pas beaucoup plus de personnes qui sont référentes pour mettre en place ces choses-là. On ne parle pas beaucoup plus aux clients pour leur expliquer la technologie. Et de façon générale, on n'est pas beaucoup plus intelligent qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc le résultat, c'est qu'on adopte la technologie beaucoup moins vite que ce qu'elle est disponible. Et ça, à la limite, c'est pas un problème en soi, mais ça devient un problème parce que certains cabinets vont beaucoup plus vite que d'autres. Donc la moyenne d'adoption de la technologie, elle est scalée, donc beaucoup moins que ce qui est disponible. Mais il y a certains cabinets qui se disent, moi j'attends pas. Moi je prends les risques, je fais une stratégie d'innovation, j'essuie les plâtres, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai mes clients qui râlent, mais le gain, c'est qu'ils peuvent utiliser une grande partie de la technologie disponible. Et pour des cabinets qui sont plus lents à adopter cette technologie, encore une fois, ça se comprend parce que c'est pas facile, parce que c'est beaucoup de changements en interne, parce que c'est beaucoup de changements avec les clients. Le problème, c'est que, encore une fois, dans les années 90, ça faisait une petite différence avec les cabinets qui allaient plus vite. Mais aujourd'hui, en 2021-2022, ça fait une grande différence avec les cabinets. Tout ça pour rappeler à quel point vous avez sûrement raison dans les années 90 de regarder ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est un très gros risque quand vous ne faites pas partie des cabinets innovateurs.
Et là, si tu peux me permettre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est d'autant plus un risque que finalement, cette technologie, elle se développe en fait dans tout l'écosystème. Et que d'une certaine manière, il peut y avoir d'autres opérateurs qui, eux, peuvent avoir plus de temps, d'une certaine manière, et aussi plus de volonté pour adopter encore plus rapidement cette technologie. Et donc, ça crée encore plus, je dirais, un décalage aussi qui peut exister entre guillemets, un cabinet qui est de plus petite taille et qui ne s'est pas forcément adapté et une structure qui va aller plus vite, en fait. Ouais, totalement d'accord. Alors en plus, ce qui se passe depuis quelques années, c'est que vous avez des concurrents qui ne sont pas vos confrères. Alors déjà, vous avez vos confrères qui sont plus efficaces, qui évidemment font une concurrence parce qu'ils font du service moins cher et parfois des nouveaux services. Mais en plus, maintenant, vous avez les logiciels pour TPE. Alors je pense que je peux citer Indy parce qu'ils font du bon boulot et c'est sûrement le plus gros risque pour vous, les experts comptables, et pour du coup nous, Dex, avec vous, c'est qu'ils vont directement s'adresser à vos clients. Et ils font du bon travail parce qu'ils ont un service client qui est bien meilleur que ce qui pouvait exister avant. Et il y a certaines personnes, donc ça commence par les libéraux, qui se disent « mais attendez, mais moi j'ai plus besoin d'un expert comptable ». Et ça commence par les libéraux, mais ça pourra aller assez vite potentiellement à d'autres types de clients. Donc là, on a un vrai risque, à la fois vous, experts comptables, et avec nous, parce qu'on a fait le choix d'accompagner les experts comptables, c'est comment on fait pour vous aider à aller le plus vite possible et ne pas se faire attraper par les logiciels qui vont s'adresser directement au TPE. Alors, là, je fais un résumé, je fais un gros raccourci parce qu'il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de choses, la proximité, tout ce que je disais au début, la confiance que jamais ces logiciels auront. Mais si jamais il n'y a que la proximité et la confiance et qu'ils arrivent à faire si peu cher et un si bon support client, il y a certains clients qui vont se détourner des experts comptables et ça, c'est un gros risque pour toute la profession. Voilà pour cette première partie avec des chiffres de l'étude et qui nous redisent mais pourquoi du coup on a besoin de temps avancé ? Parce qu'il y a des concurrents. Les concurrents qui sont à la fois les confrères et à la fois les logiciels qui parlent directement à vos clients. Donc comment on fait pour transformer ? On a vu évidemment il faut gagner du temps et la deuxième partie c'est comment on fait pour gagner du temps. Alors je reprends la question de il n'y a pas de demande client. Alors ça c'est souvent ce que des équipes de vente peuvent dire. Et des fois c'est vrai, des fois c'est parce qu'on n'a pas réussi à faire émerger la demande client. Alors là je vous parle avec ma casquette plus du côté où on fait des ventes, parce qu'évidemment on fait des ventes avec les cabinets, et pour le coup c'est une technique qu'on utilise avec vous quand vous êtes devenu cabinet Dex ou avec ceux qui ne sont pas encore quand vous nous appellerez. C'est évidemment qu'on vous écoute. On essaie de comprendre quel est votre besoin. Et on ne vous parle pas des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc, il ne faut pas prendre son catalogue des nouvelles missions dont Stéphane va parler tout à l'heure pour les proposer comme ça aux clients sans réfléchir à une segmentation et sans réfléchir à qui a quel besoin. Il faut d'abord parler au client, comprendre ses besoins. Et parce qu'on a en tête son portefeuille de ce qu'on peut offrir, on va proposer la bonne chose au bon client. Donc, tout simplement, retenir, écouter avant de proposer. Alors, comment ça se passe dans les faits ? Dans les faits, ça se passe en 3 parties. La première partie, c'est on collecte l'information. La deuxième partie, c'est on note l'information pour surtout pas la perdre. Et la troisième partie, c'est on utilise l'information. Donc pour créer cette demande, encore une fois, collecter l'information. Je vous fais pas toute la séance là-dessus évidemment, mais il y a 2 façons de collecter l'information. En gros, il y a la mauvaise et la bonne. La mauvaise, c'est penser à quand vous arrivez dans un magasin de vêtements, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous demande « Est-ce que je peux vous aider ?» La réponse que vous donnez, c'est toujours non. C'est toujours non, vous inquiétez pas, je regarde. Non, vous inquiétez pas, j'ai pas de besoin. Non, je vous contacterai si jamais j'ai besoin d'aide. Et c'est sûrement la question que vous demandez souvent, avec des bonnes intentions, mais votre client vous répond « non merci, j'ai pas besoin ». Si jamais vous posez la question « Comment ça se passe en ce moment ? Racontez-moi comment ça se passe dans votre entreprise. C'est quoi vos plus grands défis ? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus vite ? C'est quoi vos objectifs pour 2022 ? Une année 2022 réussie pour vous, ce serait quoi ? Et là, vous allez entendre votre client vous expliquer ce serait quoi une année 2022 réussie. Et il va vous dire des choses, et vous, parce que vous avez l'œil avisé de parler à différents clients, vous allez trouver les choses où vous pouvez l'aider. Donc ça, une fois que vous avez compris les choses où vous pouvez l'aider, vous creusez évidemment pour comprendre où est sa difficulté, où est son problème, et vous notez tout ça. Pourquoi vous le notez ? Parce que à la fois pour vous, pour votre mémoire, pour vous en servir les prochaines fois où vous lui parlez, mais à la fois parce que c'est pas forcément la personne qui va parler au client qui va derrière proposer les nouveaux services. Et il faut à tout prix avoir un partage de cette information dans votre entreprise, dans votre cabinet.
Donc c'est ça qu'on appelle un fichier client, un CRM, donc un Customer Relationship, du Customer Relationship Management. Mais en fait, c'est tout simplement un fichier client qui est à jour avec les envies de chaque client qu'il faut garder à jour. Et ensuite, pour le côté comment on fait pour utiliser cette information, encore une fois, soit c'est dans la même discussion, soit c'est quelqu'un d'autre plus tard, a priori par exemple l'expert comptable, il faut être extrêmement clair sur ce process de vente additionnelle de nouveaux services, qui le fait. Est-ce que c'est l'expert comptable? Est-ce que c'est le collaborateur? Est-ce que c'est les chargés de mission? Est-ce que Stéphane nous reparlera un peu de rôles spéciaux ensuite, je crois. Donc qui le fait? Comment il le fait? Et à quel moment il le fait? Est-ce que c'est après les rendez-vous bilan? Tout ça, il faut en discuter, il faut le processiser, il faut créer des process écrits pour être clair et ne pas y aller fleur au fusil à chaque rendez-vous. Souvent, c'est difficile. On n'a pas envie de l'écrire parce que c'est difficile. Et si jamais c'était facile, vous l'auriez fait avant ou d'autres l'auraient fait avant. C'est justement parce que c'est difficile qu'il faut se poser, y réfléchir et se demander comment on vend ces nouvelles missions aux clients. Donc voilà là-dessus. Donc ça, c'est la grande question de comment on fait pour faire monter la demande. Évidemment, il va falloir savoir quelles sont les nouvelles missions à faire. Et la dernière chose de mon côté, avant que je repasse la main à Stéphane, c'est quelles sont les conditions pour que ces nouvelles missions marchent? Et ben, j'en vois une qui change tout. Il faut que le changement, donc la nouvelle mission qui sera partagée, elle soit gagnant, gagnant, gagnant. C'est-à-dire gagnant pour l'expert comptable, a priori que vous gagnez plus d'argent, gagnant pour le collaborateur, a priori qui trouve le métier, qui trouve la mission intéressante, qui puisse développer des nouvelles compétences, que ça lui fasse pas plus de travail et pas rentrer plus tard le soir, peut-être que lui aussi gagne plus d'argent. Et le client, que ça réponde à ses besoins. Peut-être que ça remplace les honoraires précédents avec la tenue. Peut-être que ça augmente ses honoraires tant qu'il y voit de la valeur. Mais dans tous les cas, il faut que les trois soient gagnants. Si vous sentez qu'il y en a un qui est perdant dans les nouveaux services, il ne faut pas continuer parce que ça ne marchera pas. Donc le bon test, c'est de se demander, est-ce que les trois sont vraiment gagnants? Stéphane, je te passe la parole. Est-ce que tu réagis sur celle-là ou je te passe directement à la suite? Non, mais tu as raison et ça va rejoindre, je dirais, les propos que je vais tenir et qu'on va essayer de développer dans les bonnes conditions pour favoriser ces nouvelles missions. C'est se dire à un moment donné, il faut en effet que chaque partie prenante y trouve un intérêt. Et si chacune des parties prenantes y trouve un intérêt, je dirais la conjonction de tout ça, ça déclenche évidemment de l'émulation et de la construction d'offres de service. Alors justement, dans cette deuxième partie, je crois qu'on va parler en fait maintenant donc de transformation de son offre de service. Et alors, bon, je vais en effet rappeler que, mais je crois qu'on le dira à la fin, Florent, que les gens qui nous écoutent peuvent évidemment télécharger l'étude parce que l'étude était assez volumineuse en matière d'enseignement et en matière de conseil et c'est difficile de la résumer en quelques slides. Mais en gros, l'étude, elle se positionnait à la fois sur le fait de dire c'est quoi en fait les perspectives 2022 par rapport à justement l'état des lieux du marché en 2021 et en même temps comment est-ce qu'on va transformer son offre de service. Et ça, moi je crois que c'est vraiment le point un peu clé qu'on veut aborder avec vous ce soir. C'est dire, on voit qu'il y a la transformation digitale qui est en cours. On a vu avec Florent, je dirais à la fois les points forts et en même temps les points d'effort que les cabinets doivent mener. Et ça nous ramène à quelque chose qui est assez radical, qui est de dire il va falloir transformer son offre de service. Donc comment est-ce qu'on transforme concrètement son offre de service et c'est quoi les bonnes recettes qui sont celles de la transformation des offres de service des cabinets qui ont réussi et qui ont finalement réussi à transformer leur proposition de valeur. Nous, dans l'étude et dans les éléments qu'on a publiés avec vous, il y a un certain nombre de conditions qui sont des conditions qui nous paraissent être vraiment, je dirais, favorables pour pouvoir mener cette transformation. Et ces conditions, c'est des conditions qui sont liées justement à l'innovation dans l'offre de service. Donc, si on reprend un petit peu ces fondamentaux, qu'est-ce qu'on va trouver au cœur de ça? On va trouver déjà l'idée et l'émergence d'une nouvelle idée. C'est-à-dire que très clairement, à un moment donné, on sent bien que la profession d'expert comptable, elle est un peu à la croisée des chemins aujourd'hui, entre des demandes qui peuvent être de plus en plus complexes de certains clients, des attentes de l'administration fiscale qui sont aussi de plus en plus complexes. Et donc l'idée, c'est de dire comment est-ce que je peux faire émerger une nouvelle offre de service, quelle peut être ma nouvelle idée dans ce service-là. Et donc ça, c'est un premier point qui est évidemment important. Et donc ça veut dire que pour faire émerger cette nouvelle idée, il va falloir utiliser un certain nombre de moyens et favoriser cette émergence d'idées. La deuxième remarque, qui est un critère là aussi caractéristique de l'innovation, c'est de se positionner si possible assez rapidement entre guillemets comme leader. Alors je vais utiliser avec mes mots parce qu'évidemment selon la taille du cabinet, selon la place du cabinet, selon les éléments dans lesquels se situe le cabinet, son environnement et son écosystème, le être leader ça n'a pas
tout à fait la même portée pour tous. Mais ce que ça veut dire, être leader, pour moi, c'est d'emblée croire, entre guillemets, à son offre de service et aller au bout de la construction de cette offre de service. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très important et très marquant. Dans les mois et dans les années qui viennent, on va avoir un monde d'opportunités qui va être très important pour les cabinets comptables. Et la question, c'est ceux qui vont en bénéficier, c'est ceux qui vont aller jusqu'au bout de la démarche. Et donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est fondamental, parce que si on s'arrête en cours de route, on a du mal en fait à retrouver le retour sur investissement, évidemment, qu'on peut espérer. Le troisième point, qui est essentiel à mon avis pour démarrer la démarche d'innovation dans le cabinet, c'est de bien connaître son positionnement initial. Tu l'as dit tout à l'heure, Florent, il peut y avoir un gap entre finalement ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a déjà réalisé, entre l'état des lieux dans lequel je suis actuellement dans mon cabinet et même ce que j'appelle moi un peu le cabinet rêvé. Quand on échange parfois avec des patrons de cabinet, ils rêvent un peu de leur cabinet. Et donc, du coup, il faut parfois bien voir l'état initial dans lequel on se situe. Pourquoi ? Parce que c'est de ce point de départ initial qu'on va pouvoir enclencher la démarche d'innovation et du coup favoriser évidemment l'émergence du processus de construction de l'offre. Donc ces trois éléments-là qui sont assez simples, qui sont de dire il va falloir favoriser l'émergence d'idées nouvelles, il va falloir tout de suite se positionner par rapport à ces idées nouvelles en y croyant et en y apportant vraiment je dirais de l'énergie, et en même temps il va falloir être réaliste, c'est-à-dire regarder d'où je pars et d'où je veux arriver. C'est déjà trois grandes règles qui sont vraiment à la base même des processus d'innovation et qui sont importants. L'autre règle et l'autre précaution, entre guillemets, que je voulais évoquer avec vous ce soir, c'est l'idée de dire de toute manière, à un moment donné, on va être dans un processus de changement. Alors qu'on le veuille ou non, moi je considère qu'il y a des ruptures majeures dans la vie d'un expert comptable et très clairement, les 2-3 années qui viennent vont être des périodes de rupture majeures. Pourquoi ? Parce que on l'a pas évoqué ce soir, c'est pas notre thème, mais on en a fait un il y a pas très longtemps ensemble avec Dex qui évoquait ce sujet-là. Des sujets comme la facture électronique vont être des moments où il va y avoir une transformation radicale de notre métier. Donc à partir de là, le changement, il va être forcément nécessaire. Et c'est pas une mince affaire, parce que du coup, on l'a vu, ça va nécessiter du temps, ça va nécessiter de l'attention, c'est-à-dire de faire attention à ce qui bouge dans l'environnement. Et surtout, et j'insiste vraiment là-dessus pour moi, parce que c'est vraiment au cœur de ce qu'on constate chaque jour avec les cabinets, ça va nécessiter d'avoir des choix stratégiques et de bâtir une stratégie pour mon cabinet. Et là aussi, tu l'as expliqué très bien tout à l'heure en montrant avec ton graphique, Florent, le gap un peu entre les technos et je dirais l'adoption de la technologie et la vitesse d'adoption. L'important, à un moment donné, c'est pas de se dire forcément quelle est la dernière technologie disponible. L'important, c'est de se dire comment cette technologie, je l'intègre dans ma stratégie et comment je vais la mettre au service de ma stratégie. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Et on croise encore trop de cabinets, nous, aujourd'hui, sur le terrain, qui n'ont pas été jusqu'à cette définition de l'usage de la stratégie et de l'usage éventuellement de la technologie dans leur stratégie. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut s'intéresser du coup à justement, ça va être quoi, en fait, cette nouvelle construction de l'offre. Et comme je vous l'ai dit, moi, je considère vraiment que 2022-2024, c'est 2 années où il faut absolument que les cabinets repensent leur offre de service et travaillent sur leur offre de service. Et donc, cette offre de service, ça peut être quoi ? Ça peut être de nouvelles missions. Et donc, nous, à travers l'étude qu'on a menée en collaboration avec Dex et OpinionWay, c'est vrai que l'idée, c'était de voir quelles pouvaient être, ces missions. Et c'est pour ça que je vous renvoie à la lecture de l'étude, parce que c'est assez détaillé et assez volumineux. Et ce soir, on a choisi de présenter que quelques réflexions. Vas-y, je te laisse Stéphane, merci. Pour information, le lien de l'étude que vous avez eu initialement ne marchait pas, on a eu des retours, merci de nous avoir fait le retour. Et donc, Ronan va vous répondre à une question en remettant le lien disponible pour tous. Donc, vous allez pouvoir recliquer sur le bon lien pour accéder à l'étude. Et je crois qu'on arrive à notre premier sondage. C'est ça, je te laisse lancer le sondage si tu veux. Alors, j'espère que vous avez tous accès au sondage et que vous pouvez répondre. Sinon, envoyez-le-moi en question que vous ne pouvez pas. Je ne suis pas certain de ce que vous voyez. Mais normalement, vous pouvez répondre directement à la question. Avez-vous entamé la transformation de votre offre de service ? Oui, mon offre a évolué. Oui, c'est en cours. Non, c'est un projet. Non, pas pour le moment. On vous repose la question parce qu'on se dit que les personnes qui sont avancées comme vous, qui viennent d'un webinaire, ont peut-être des résultats différents. Et donc, on voit ça. Merci beaucoup pour ceux qui ont validé. Comme vous pouvez voir la question. Et on donnera peut-être la réponse à la fin ou on donnera les réponses. Je ne sais pas exactement. Attendez, je vais répondre pour moi. Oui, c'est en cours. Je vais influer les réponses. Mais répondez tous maintenant parce que comme ça, on pourra vous donner la réponse directement si je ne dis pas de bêtises.
Je dis peut-être des bêtises, on vous donnera dans tous les cas le résultat, on regarde le résultat et on vous le partage avant la fin. Alors, du coup, je vais enchaîner et en effet, on partagera le résultat à la fin sur cette transformation. En gros, quels peuvent être aujourd'hui les axes, je dirais, de transformation de notre offre de service? Nous, ce qu'on a cherché à faire et ce qui est remonté notamment de l'étude et des échanges qu'on avait avec les cabinets qui ont été interrogés sur cette étude, c'est qu'on s'aperçoit finalement qu'il y a 4 grandes gammes d'offres de services qui sont amenées à évoluer assez rapidement dans les cabinets et sur lesquelles vous pouvez avoir une action, je dirais, très forte dès le départ. En fait, ces 4 gammes, elles tournent autour en fait, des sujets qui sont des sujets de préoccupation de nos chefs d'entreprise. Et comme le disait Florent tout à l'heure, quand on regarde, je dirais, les besoins des chefs d'entreprise, souvent, ils sont regroupés à l'intérieur de ces 4 gammes. On va avoir une gamme qui va être autour des services qui peuvent être liés sur toute la question du patrimoine. Et ça, c'est important parce que derrière la notion de patrimoine, on va voir d'ailleurs que nous, on a choisi d'illustrer ça à travers une mission complémentaire qui n'est pas forcément celle à laquelle on pense en premier, mais ça fait partie, entre guillemets, de ce que j'appelle, moi, la sécurisation du chef d'entreprise et donc la notion de gamme en lien avec le patrimoine. Ensuite, on a une gamme qui va être hyper importante. On sent bien dans cette période on l'espère, sortie de crise Covid et dans les quelques mois et années qui vont venir, c'est la gamme de suivi de pilotage de l'entreprise. On sait que les conditions inflationnistes, les conditions de transformation des marchés qui sont en cours, les conditions également de remboursement, tout ça, ça fait des sujets sur lesquels les chefs d'entreprise vont être en attente de pilotage et donc d'accompagnement de l'expert comptable sur cette dimension de pilotage. Alors là aussi, c'est pas nouveau, mais ce qui est très clair, c'est que la technologie a évolué et la technologie va évoluer là-dessus. Et donc évidemment, ça nous aide à construire des offres autour de cette gamme de pilotage. Et moi, j'ai l'habitude de dire, on entre véritablement dans l'heure du temps réel. C'est-à-dire que le pilotage qu'on imaginait il y a quelques années, qui se basait sur des reportings a posteriori, il est complètement dépassé par évidemment du pilotage en temps réel et voire même du pilotage d'anticipation qui va être de plus en plus important pour les chefs d'entreprise. Ensuite, il y a une gamme également qui nous paraissait très importante et quand vous lirez l'étude, vous verrez qu'il y a pas mal de missions qui illustrent cette gamme-là. C'est la gamme en fait autour de l'expertise, c'est-à-dire en gros la gamme autour des questions qui sont très liées à des domaines assez pointus pour la TPE, de besoins et qui vont apparaître ou qui vont naître. Et notamment, nous, on en a cité 3 dans l'étude et je vais en illustrer un tout à l'heure. Mais en gros, tout ce qui peut être autour du coaching du chef d'entreprise, tout ce qui peut être au cours de l'accompagnement numérique, évidemment, du chef d'entreprise, et même autour de la cyberprotection du chef d'entreprise. Et je ne parle pas de grandes missions autour de la cybersécurité très pointue, mais tout simplement la connaissance de la cyberprotection du chef d'entreprise, c'est des choses qui vont être vraiment autour de la gamme d'expertise qui vont être là aussi très fortes. Il faut se rendre compte que le chef de TPE, il est généralement isolé et qu'il va avoir besoin de gens qui lui apportent du conseil à ce niveau-là. Enfin, la 4e gamme, et là finalement c'est celle qui est peut-être encore plus accessible très, très rapidement pour vos cabinets, c'est la gamme de ce qu'on appelle le full service externalisation financière, je vais l'appeler comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est évident que dans la transformation du métier qu'on est en train de vivre, la question du suivi du paiement des factures, de l'accompagnement à l'encaissement et donc au règlement, de l'assistance administrative au lancement d'un certain nombre d'offres pour le client, ça va être vraiment des éléments qui vont être moteurs autour donc de la transformation du métier d'expert comptable. Donc vous le voyez, 4 gammes qui sont là en fait pour surtout vous aider à réfléchir dans votre offre et dans la construction de votre offre de service, là où vous voulez aller créer en fait de la valeur pour votre client. Parce que comme on l'a dit, l'idée c'est pas du tout de dire je crée des solutions pour des solutions, je crée des solutions qui doivent apporter de la valeur pour mon client et qui doivent permettre de répondre du coup à des besoins directs de mon client et d'anticipation. Alors évidemment, par rapport à cette construction d'offres, il y a quelques éléments qui sont quand même assez basiques, qu'il faut bien avoir en tête et qui finalement sont des éléments qui, on l'a vu tout à l'heure avec Florent et la connaissance du client, sont en fait les éléments qui sont moteurs dans une démarche. La première étape, et j'insiste véritablement là-dessus parce qu'on voit encore beaucoup trop de cabinets qui se lancent dans la construction de la refonte de leur offre de service sans partir de là, c'est une parfaite connaissance de mes clients et une parfaite connaissance du marché. Et donc, du coup, tout ce qui peut être lié du coup à la connaissance de vos clients, tout ce qui peut permettre de capitaliser de l'information sur vos clients et tout ce qui peut permettre également de faire une analyse et donc une segmentation de vos clients est véritablement très, très important. Pourquoi ? Parce que c'est de là que va partir en fait la construction de l'offre et donc l'identification des missions possibles.
Évidemment, en lien avec ça, on va mettre les compétences disponibles dans le cabinet, parce qu'on le sait aujourd'hui, l'un des problèmes des cabinets, c'est quand même de disposer de compétences disponibles. Et donc, il faut avoir les compétences disponibles aujourd'hui et demain. Et donc, éventuellement, faire progresser les compétences de nos collaborateurs. Et quand on couple ça avec finalement les besoins pressentis de nos clients, eh bien, on voit bien que ça construit finalement un modèle de stratégie du cabinet. Donc là, moi, je crois qu'il faut vraiment vous dire, et ça me paraît important, de dire aujourd'hui, il faut que je connaisse les clients dont je dispose et que j'identifie, entre guillemets, les portraits robots des clients que je veux demain. Comme je vous l'ai dit, en fait, le métier d'expert comptable, il est en train de vivre une mutation. La mutation qu'il est en train de vivre, c'est qu'en fait, il va falloir de plus en plus raisonner en pratiquement, et ça va peut-être vous faire bizarre que je dise ça, mais finalement presque en sélectionnant vos clients. Parce qu'en réalité, c'est en sélectionnant vos clients que vous allez pouvoir avoir une adéquation parfaite entre votre stratégie et les différents profils de clients que vous allez pouvoir servir. Et donc, en réalité, dans la plupart des marchés étrangers qui sont soumis à une concurrence plus forte, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Eh bien que ces experts comptables sont obligés, en fait, d'être beaucoup plus sélectifs dans la manière dont ils vont adresser leur offre de service aux clients et donc dans le profilage de leurs clients. Donc la notion de profilage, la notion de segmentation devient évidemment très très importante. À partir de là, comme je vous l'ai dit, nous ce soir, on a souhaité mettre le focus sur 4 exemples de missions qui sont des missions qui sont directement accessibles pour tous les cabinets et qui sont facilement transformables dans les temps qui viennent. Alors, vous en retrouverez plein d'autres dans l'étude, mais les 4 qu'on a choisis, elles appartiennent chacune à une des missions de la gamme que je vous ai présentée, des 4 gammes que je vous ai présentées. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la gamme, par exemple, patrimoine, il y a une mission, et c'est peut-être pas celle à laquelle on pense significativement quand on annonce la gamme patrimoine, mais il y a une mission qui va devenir très très importante et vraiment sur laquelle on doit investir du temps, c'est la mission protection sociale du dirigeant. On vient de sortir d'une période qui est une période traumatique pour la plupart, entre guillemets, des dirigeants d'entreprise, qui connaissent à la fois du stress, qui connaissent à la fois, je dirais, la gestion d'équipe, qui connaissent à la fois, finalement, parfois des problèmes de santé, voire des problèmes même qui se sont posés des questions sur l'évolution de leur entreprise, voire l'évolution de leur carrière. Vous savez que en ce moment, dans le vocabulaire sociologique, on parle beaucoup de tout ce qui peut être le grand questionnement des salariés, la grande démission, les grandes réflexions. Il ne faut pas croire que le chef d'entreprise, il n'est pas dans ce cadre-là. Il se pose aussi des questions. Et dans ce cadre-là, la mission de protection sociale et de réassurance du dirigeant, elle va vraiment avoir tout son sens. Et ça veut dire que le cabinet qui est capable de proposer aux clients de faire un vrai 360 de sa protection sociale, d'étudier avec lui quels peuvent être les moyens de mieux sécuriser son activité, voire éventuellement de mieux anticiper des risques, ça va être quelque chose qui a véritablement de l'importance. Donc cette mission protection sociale, ça veut dire une chose, c'est que ça veut dire qu'il faut vraiment la marketer, la construire en termes d'offres, la proposer. Et comme je disais tout à l'heure, vous avez forcément dans la connaissance de vos clients issus de cette période de crise que l'on vient de connaître, des indicateurs avancés qui peuvent vous permettre de dire, tiens, tel client, il va peut-être être plus, je dirais, attentif à cette offre maintenant, parce que ça va être un vrai besoin pour lui. Donc, dans la gamme patrimoine, une vraie révélation et un vrai besoin de transformation dans la protection sociale du dirigeant. Dans la gamme, entre guillemets, qui concerne l'expertise, là, la question, c'est le coaching du chef d'entreprise. Là, très clairement, on voit aussi émerger de nouveaux modèles qui sont des modèles autour du coaching du chef d'entreprise, c'est-à-dire en gros l'aider à prendre, je dirais, des décisions, l'aider à lui fournir une méthodologie même de prise de décision et en fait jouer, moi, ce que j'appelle souvent le rôle de sparring partner. Il faut se rendre compte que nos dirigeants de TPE, ils sont en effet souvent assez seuls. Ils ont connu dans cette période-là, en effet, des moments qui peuvent être des moments de stress aussi sur leur évolution d'entreprise. Ils ont aussi des opportunités, parce qu'il ne faut pas croire, hein, dans chaque moment de transformation, qu'elle soit technologique, sociétale ou environnementale, on a des opportunités qui sont fortes. Et donc, on a besoin d'un sparring partner pour pouvoir échanger et pour pouvoir construire du coup avec lui. Et donc là, vraiment, le rôle que peut avoir le cabinet et que peuvent avoir les dirigeants du cabinet et des équipes, c'est vraiment de travailler très clairement sur cette notion de coaching de chef d'entreprise. Donc ça, c'est un élément qui est fort aussi dans le focus des missions. Vous retrouverez notamment dans l'étude, on a marketé un petit peu le prix de vente de ce type de mission. On a donné les bonnes conditions qui permettent de réaliser cette mission-là et le niveau de compétences dont on a besoin, les indicateurs clés qui doivent être monitorés pour ce type de mission. Là, très clairement, ce type de mission peut être utile.
Troisième famille et troisième focus mission, celle du DAF externalisé. Oui, Stéphane, pardon, j'en profite de te couper pendant qu'on parle de l'aide aux chefs d'entreprise directement. Il y a une question qui nous a été posée. Qu'est-ce que tu entends par protection sociale exactement? Est-ce que tu peux le paraphraser? Ouais, protection sociale, c'est ce que j'ai évoqué. Je vous renvoie en effet à l'étude pour le lire, mais en gros, c'est le 360 aujourd'hui de la sécurité du chef d'entreprise. Donc ça veut dire, est-ce que je l'ai sécurisé dans son activité professionnelle? Donc par exemple, son statut fiscal, son statut social, parce qu'on voit en ce moment qu'il y a des transformations qui sont autour de ça. Est-ce que je l'ai sécurisé éventuellement même dans son statut assurantiel, c'est-à-dire en gros maladie, décès, prévoyance, parce que les gens se sont posé des questions évidemment par rapport à ça aussi. Et puis troisième élément, est-ce que je l'ai également même sécurisé dans son aspect en fait plus quotidien, qui peut être en fait sa vie de chef d'entreprise par rapport justement à également son engagement de chef d'entreprise. Est-ce qu'il est capable en effet de mieux gérer aujourd'hui son temps et de mieux gérer son organisation et finalement d'être... Donc pour moi vraiment le 360 protection sociale, c'est une offre en fait d'accompagnement que peuvent créer les cabinets en termes de suivi global du chef d'entreprise et jouer sa sécurisation en fait. D'accord. Donc pour moi qui pour le coup n'y connaît vraiment rien, ce serait regarder le statut de son entreprise, de sa société. Ouais, le statut de son entreprise. Donc, par exemple, où on en est aujourd'hui, est-ce que le statut est toujours adapté ou pas? Regardez également sa protection sociale. Où est-ce qu'il en est, en effet, dans ses régimes de retraite, ses régimes de prévoyance, ses régimes d'assurance prévoyance, c'est quoi ces régimes de prévoyance? Il y a des vrais changements qui seront en cours. Et puis, en même temps, regardez également peut-être son mode de vie, tout simplement, et l'aider, en fait, à bien clarifier ses priorités. C'est pour ça que je dis, cette gamme-là, en fait, elle va dans la gamme patrimoine. Pourquoi elle va dans la gamme patrimoine? Et c'est pour ça que je l'ai choisie. En fait, c'est quand on parle de gamme patrimoine, souvent dans les cabinets, on nous parle d'immeubles, d'actifs, je dirais, immobiliers. En réalité, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, une TPE, ça va être un de ses actifs prioritaires, c'est son dirigeant. Et donc, c'est pour ça que la protection sociale en global du dirigeant va avoir évidemment toute son importance. Le troisième focus qu'on voulait donner, c'était le focus sur le DAF externalisé. Alors, on l'a appelé DAF externalisé. Entendons-nous. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une manière générale, on est à un moment clé de l'évolution du métier et de la profession. Le moment clé dans lequel on est, c'est qu'avant, on avait des factures qui étaient soit dans l'entreprise, soit des factures qui étaient au cabinet. Et là, bientôt, on va avoir des plateformes de facturation, et Dext fait partie des partenaires qui travaillent sur ces sujets-là forts, qui vont permettre en fait de partager cette information financière en temps réel. Et donc, finalement, le cabinet est devenu et va devenir de plus en plus une extension de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en réalité, je vais pouvoir avoir dans mon cabinet des gens qui vont jouer le rôle que peut-être avant, d'autres collaborateurs jouaient dans l'entreprise. Par exemple, payer des fournisseurs, par exemple, rappeler des clients, recevoir des règlements, émettre des paiements. Et donc, ces notions de DAF externalisé sont hyper importantes. Pourquoi? Parce que pour moi, elles sont aux clés de la fidélisation de la relation client-cabinet. Et donc, très clairement, les cabinets qui vont redéfinir dans leur offre de service ces missions de DAF externalisées vont avoir deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur une relation client qui va être beaucoup plus forte, puisque du coup, ils auront, entre guillemets, un partage avec le client en temps réel de l'information. Et deuxième remarque, ils vont pouvoir s'appuyer également sur des technologies qui sont déjà là. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait un gap entre la technologie finalement utilisée par le cabinet et finalement la technologie disponible. Il faut bien comprendre que là, en quelques mois, on va avoir en effet la conjonction de plusieurs phénomènes qui vont faire qu'on va avoir vraiment des technologies qui permettent finalement de faire cette extension du cabinet vers l'entreprise. Et là, vraiment, la reconstruction d'une offre de DAF externalisée, de ce qu'on peut appeler aussi dans d'autres pays le contrôleur financier virtuel ou tout simplement, je dirais, donc les personnes qui sont du coup à ces missions de base que peuvent être l'encaissement ou le recouvrement pour le compte d'un client ou les missions des paiements fournisseurs. C'est vraiment un moment idéal pour reconstruire son offre. En plus, j'allais dire, cette offre, elle est d'autant plus nécessaire à construire qu'en effet, l'émergence des solutions de facturation électronique vont nous pousser à changer de métier. On va passer d'un métier de la transaction à un métier où en fait, on va être dans la gestion de la relation. Gestion de la relation client, gestion de la relation fournisseur, gestion de la relation des clients de nos clients. Donc, d'une certaine manière, c'est le bon moment pour repenser cette offre. Et là aussi, dans l'étude, vous retrouverez des cabinets qui ont réussi déjà cette transformation. Hein. Il y en a qui sont déjà passés à l'acte. Et puis, vous retrouverez également des bons conseils pour pouvoir aller vers cette démarche-là. Et ce que tu me disais aussi en préparant sur le DAF externalisé, c'est quand finalement les personnes qui peuvent le faire dans le cabinet, ce genre de mission, c'est pas forcément l'expert comptable.
Ça peut être un Ah ben, collaborateur, même complètement. junior, s'il est formé. Complètement. On va le revoir sur un slide après, mais très clairement, c'est vrai que l'idée principale de ces missions-là, et notamment de celle du DAF en effet externalisé, c'est qu'on est véritablement dans une logique où le collaborateur junior, le collaborateur senior qui va être formé à ces nouvelles compétences va pouvoir complètement prendre toute sa place là-dedans. Et donc là, vraiment, il y a une dimension qui est importante. Et moi, j'ai presque tendance à dire qu'il y a un concept que j'appelle le cabinet étendu. Hein. Et le cabinet étendu, en fait, c'est le cabinet qui s'étend chez son client et qui lui rend finalement des services que peut-être le client n'avait pas jusqu'à présent imaginé et qui vont être, je dirais, au cœur même du dispositif. La quatrième brique, qui me paraît être là aussi une illustration de la brique qu'on a donc nous aussi retenue dans les gammes de missions, je dirais, qui peuvent exister, c'est la recherche de financement. La recherche de financement ou l'assistance au financement. Là aussi, on sait que les mois et les années qui viennent vont être une période où la trésorerie va être une question. Comme on l'a dit, les modèles de pricing sont en train d'évoluer dans les entreprises et même dans les cabinets. Et donc, nécessairement, la mission de recherche de financement, la mission de comment est-ce que je gère finalement le développement de mon entreprise, c'est aussi quelque chose qui va avoir son importance et qui donc là aussi a je dirais, un intérêt. Donc, vous le voyez, 4 focus de mission qui en effet ont l'avantage d'une certaine manière de pouvoir être réalisés, comme tu l'as dit, par des personnes différentes dans le cabinet et surtout pas l'expert comptable. La protection sociale du dirigeant, il faut un collaborateur qui soit un peu plus dédié, un peu plus spécialisé et du coup, on va pouvoir sécuriser notre dirigeant sur ce sujet-là. Le coaching, c'est peut-être plus en effet une mission inhérente en effet à un expert comptable ou en tout cas à quelqu'un qui est formé à des techniques d'écoute et qui a de l'empathie pour le faire. Le DAF externalisé, c'est carrément des missions qui peuvent être appliquées à des collaborateurs qui sont en transformation dans les métiers de nos cabinets et qui voient leurs tâches évoluer, donc des collaborateurs qu'on avait à la saisie qui finalement peuvent être transformés et accompagnés sur l'évolution de ces postes-là. Et la recherche de financement, très clairement, c'est des missions certainement où des collaborateurs qui sont soit un peu plus directeurs de mission dans le cabinet, soit un peu plus formés à la gestion de financement peuvent aller et donc peuvent permettre de développer le cabinet. Donc ces 4 missions-là, elles sont une illustration de ce que vous retrouverez dans le détail de nos 4 gammes qui sont présentées dans l'étude, mais elles illustrent surtout, si vous voulez, la nécessité de transformer mon offre de service. Alors, très clairement, quels sont finalement les retours d'expérience des gens qui transforment réellement leur offre de service et quels sont les éléments un peu clés qu'on peut retenir. On peut retenir que la transformation de mon offre de service, elle passe en général par, en effet, 4 étapes qui sont les 4 étapes un peu clés de cette transformation. Alors, il faut avoir une idée du service ou de l'offre nouvelle qu'on va proposer. Ça, c'est, je dirais, les prémices même d'une démarche d'innovation. Et ça ne peut venir que par à la fois une très bonne connaissance du client, tu l'as dit tout à l'heure à travers les CRM et à travers toute la captation d'informations qu'on peut avoir, et puis ça vient aussi de l'échange qu'on a en interne avec l'équipe pour pouvoir faire émerger une bonne idée. Donc là, très clairement, tous les processus qui vont permettre de faire émerger des idées sont importants. Et moi, j'insiste là-dessus, vous avez intérêt en tant que dirigeant de cabinet ou membre d'un cabinet de favoriser les temps d'échange en ce moment pour justement faire émerger ces bonnes idées et capter tout de suite les idées et tester les idées. Ensuite, il y a une phase qui est importante, qui est une phase de conception. Et là, moi, la remarque que je peux faire par rapport aux expériences qu'on a benchmarkées et qu'on a rencontrées des cabinets qui ont avancé sur ces sujets-là, c'est que ceux qui réussissent sont ceux qui prennent du temps pour faire une conception qui est claire de leur offre et qui est suffisamment travaillée. Donc, analyse du marché, analyse éventuellement de la concurrence et de ce que font un certain nombre d'opérateurs de concurrence, c'est évidemment très, très important. Et donc, cette phase de conception, elle est souvent un peu tronquée dans le cabinet qui veut tout de suite passer à l'action et qui oublie un petit peu la phase de conception. Ensuite, il y a une phase de développement qui est évidemment liée à l'appropriation de nouvelles compétences et de nouveaux moyens pour pouvoir mener ma mission et donc pour la proposer sur le marché. Et enfin, la dernière étape qui est la mise sur le marché. Ça peut paraître assez classique de dire ça. La réalité, c'est que dans les faits, assez peu souvent, les opérateurs font ces 4 étapes-là. Et vraiment, on vous invite en tant que cabinet à travailler votre redéfinition d'offre de service selon ces 4 étapes-là. Parce que c'est vraiment 4 étapes qui sont clés dans la démarche et qui peuvent permettre évidemment de favoriser ce développement et donc de permettre d'une certaine manière la transformation de l'offre. Au regard de ces 4 étapes,
il y a également 6 leviers qui nous paraissent être véritablement importants pour que les cabinets puissent développer leur offre de service. Et là aussi, vous retrouverez, je dirais, les commentaires liés à ces 6 leviers dans l'étude. En fait, ces 6 leviers, ils reposent sur un certain nombre d'éléments qui, là aussi, nous paraissent assez fondamentaux. Le premier levier, c'est le capital humain. Et ça, évidemment, c'est très, très important. Que ce soit celui des collaborateurs, que ce soit celui des associés, que ce soit celui de toutes les personnes qu'on peut embarquer évidemment dans la démarche. Le levier numéro 1, ça sera le capital humain. Et là, je vous invite, là aussi, dans les structures d'exercice professionnel, à bénéficier vraiment des moments que peuvent être les entretiens d'évaluation pour partager avec vos collaborateurs sur le capital humain, sur leurs idées, sur les propositions, les souhaits d'amélioration. Et ça, évidemment, c'est fondamental. Le deuxième levier, qui est également un levier assez conséquent et qu'on retrouve dans les critères de réussite, c'est de manager cette transformation d'offre de service. Alors évidemment, ça demande de l'effort. Tu l'as dit tout à l'heure, Florent, tu as dit à un moment donné, c'est vrai qu'il va falloir consacrer du temps. Oui, à un moment donné, il faut pouvoir consacrer du temps à ce management de cette offre de service. Et ça, c'est là aussi quelque chose qui est très important, parce que ça veut dire que parfois, on peut avoir des modèles de structure de cabinet qui vont évoluer, avec peut-être des gens qui vont être plus dans la promotion de cette offre de service. Nous, dans le cadre de l'étude qu'on a menée, on a vu qu'il y avait des retours d'expérience de cabinets qui ont dédié en fait de la force pure pour, je dirais, manager cette offre de service et pour aller, je dirais, proposer des services et des commercialisations de services. Et donc ça, en effet, ça veut dire que là aussi, le cabinet doit manager cette offre de service et travailler sur cette dimension-là. Le troisième levier, c'est la relation client. Alors moi, j'ai l'habitude de dire aujourd'hui, on part d'une position qui est très haute. La position qui est très haute, elle est très favorable. C'est que en fait, on vient de vivre une période où le cabinet d'expertise comptable en fait a répondu présent pour beaucoup de ses clients et donc a été très haut en niveau de satisfaction client. Très honnêtement, nous on mène des baromètres dans certains cabinets, on voit que le niveau de satisfaction client dans la période Covid 2020-2021, il a été très très élevé. Pourquoi ? Parce que le cabinet a été celui qui a communiqué sur les aides, le cabinet a accompagné le client pour obtenir les aides, le cabinet lui a fait bénéficier des dispositifs. Et donc, globalement, ça, c'est très bien. On part d'une position très haute. Maintenant, en parallèle de ça, il faut se rendre compte qu'on est en train de vivre un petit changement et un petit déclic. Le petit changement et le petit déclic, c'est quoi ? C'est que d'abord, il y a beaucoup d'équipes où quand même les gens sont fatigués et donc ils font de moins en moins d'efforts de relations clients. Et la deuxième remarque, c'est qu'on est plus morcelé parce qu'il y en a qui travaillent à distance, il y en a qui travaillent au cabinet, il y en a qui travaillent chez le client. Et donc ce morcellement, il peut engendrer une certaine déperdition dans la relation client. Donc là, véritablement, moi, mon enseignement, ça serait de dire profitons finalement de la période fiscale qu'on est en train de vivre pour bien reconstruire les bases de la relation client et insister sur cette relation client. En gros, on est à 2 mètres de la ligne d'essai pour aller bien marquer chez nos clients notre présence et ça serait dommage, entre guillemets, de la rater sur la fin. Et moi, je dis juste, et là j'alerte un certain nombre de nos auditeurs, pour dire peut-être attention, par exemple, on voit de plus en plus de gens qui font l'économie de passer un coup de fil et qui préfèrent envoyer un mail. Dans la relation client, ça a du sens. Moi, j'ai échangé il y a encore quelques jours avec un client d'entreprise dans une enquête et le client me disait « Ouais, de plus en plus, je reçois des mails de mon expert comptable alors qu'avant, il m'appelait ou mes équipes m'appelaient et c'était plus sympa pour moi de lui répondre par téléphone. » Donc, attention parce que finalement, cette relation client, il ne faut pas s'abriter derrière la technologie, il faut vraiment apporter la relation client au plus proche. Et ça, moi, j'ai l'habitude de dire, jamais on a été en fait finalement si loin de nos clients, mais également si proches, si on peut leur passer un coup de fil rapidement et répondre parfaitement à leurs besoins. Donc, relation client. Les chiffres que tu partageais de tes baromètres sont vraiment pas positifs là-dessus, sur la relation client. C'est clair, c'est clair. Alors que c'est possible aujourd'hui. Ouais. Et je dirais, c'est possible parce que il y a des cabinets sur lesquels on peut être sous l'eau. Et pendant la période fiscale, encore plus, on peut ne pas avoir le temps d'appeler tout le monde. Mais il faudrait au moins essayer de prévenir les clients et de se mettre d'accord avec eux. Pour information, pour vous donner toutes les informations et que vous puissiez y revenir, je vous répondrai par mail plutôt que par téléphone. Si vous voulez en discuter, nous pourrons nous appeler. Quelque chose comme ça qui fait que la personne n'est pas surprise ou pas déçue, au moins de clarifier s'il y a un changement de relation. En réalité, et il y a une étude d'un sociologue qui est sortie il y a quelques jours, ce qui compte, c'est les marques d'attention. Et donc, tout ce que vous pouvez faire comme marque d'attention auprès de vos clients, ça sera vraiment des éléments qui seront très, très favorables, du coup, à sa captation d'intérêt.
Ensuite, évidemment, le levier 4, c'est qu'on l'a vu, pour transformer son offre de service, ça ne veut pas dire forcément tout faire tout seul. Ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur des partenaires. Dans la profession, il y a des groupements, il y a des réseaux, il y a des consultants, il y a des partenaires. L'idée, c'est à un moment donné, quand je reconstruis une offre de service, je ne suis pas obligé d'avoir toutes les compétences chez moi en interne. Je peux aussi, entre guillemets, partager avec mon écosystème. Et ça, je pense que là aussi, c'est la clé de ceux qui ont réussi à transformer leur offre de service. Et puis, l'avant-dernier levier, c'est évidemment un levier d'investissement. La période qu'on est en train de vivre est une période où, tu l'as dit Florent, il faut investir dans les compétences parce que les outils progressent vite, donc il faut que les gens qui connaissent les outils sachent s'en servir. Donc progression évidemment dans les compétences technologiques, mais progression aussi dans les compétences, on l'a dit, relationnelles, parce que c'est ce mixte-là qui va continuer d'apporter la valeur et de positionner parfaitement l'expert comptable. Donc investissement technologique, investissement en formation, c'est vraiment deux critères où là aussi, moi j'ai l'habitude de dire, attendez-vous en tant que cabinet à faire un effort là-dessus. Mais c'est un effort qui sera payant, parce que c'est un effort qui, quand on regarde les modèles des cabinets qui progressent, eh bien, quand les cabinets investissent sur ces deux leviers, ils ont un effort qui est nécessairement payant. Et puis enfin, il y a un dernier levier qui est là aussi un levier important pour moi, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'en réalité, évidemment, la période qu'on a vécue est une période qui a été compliquée pour beaucoup, qui est épuisante pour de très nombreuses personnes également. Et d'une certaine manière, ce qui va compter, c'est l'état d'esprit qu'on va savoir insuffler dans ses équipes, auprès de ses clients, et la manière dont on va, je dirais, capitaliser derrière cette crise. Donc très clairement, l'état d'esprit, il est au cœur de la refonte des modèles. Moi, je suis toujours étonné quand je regarde et quand je benchmark des cabinets qui progressent très rapidement par l'état d'esprit que peuvent avoir un certain nombre d'associés ou de dirigeants de ces cabinets-là. Donc vraiment, et les collaborateurs, évidemment, qui ont aussi cet état d'esprit de voir chaque opportunité et de les capitaliser. Et très franchement, aujourd'hui, il est possible de regarder notre monde de l'expertise comptable avec des craintes, mais en réalité, si vous ouvrez le champ d'action, vous verrez qu'on n'a jamais eu autant d'opportunités. Moi, j'ai l'habitude de dire dans certaines de mes présentations, quand on prend l'évolution de nos textes professionnels entre aujourd'hui et il y a 20 ans, eh bien, il y a de telles opportunités pour reconstruire des business models, pour reconstruire des offres de services et pour même aller faire des choses qu'on ne faisait pas, que vraiment, il y a un potentiel énorme. Alors évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut avoir, je dirais, cet état d'esprit à l'ouverture et au partage. Donc voilà 6 leviers qui sont pour moi 6 leviers de la transformation de l'offre de service. 6 leviers qui doivent être absolument travaillés et cultivés durant cette année 2022, parce que c'est sur ces 6 leviers-là qu'on va pouvoir capitaliser cette refonte d'offre de service qui est forcément nécessaire. Alors, je croise souvent des cabinets où les gens me disent « Ouais, mais les clients, pour l'instant, ils ne sont pas vraiment demandeurs. » C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Florent. Mais en réalité, dites-vous bien qu'on est sur une transformation qui fait qu'on a une position où, en fait, si on est capable de construire une offre de service, les clients, ils adopteront cette offre de service. Pourquoi ? Parce que finalement, ils se ressemblent assez. Et en fait, comme je vous disais, à partir du moment où on a segmenté notre portefeuille, à partir du moment où on a réfléchi à leurs besoins, l'offre de service va conduire forcément, je dirais, à un positionnement du client. Et dites-vous aussi que de toute manière, quand on prend les différentes gammes que vous retrouvez dans l'étude, eh bien, ce sont des gammes où de toute manière, il y a propos à échanger et à discuter avec le client sur le sujet. Donc voilà un petit peu les règles que je voulais donner rapidement et les enseignements un petit peu du partage de l'étude. Je vous donne évidemment rendez-vous dans la lecture de l'étude et puis dans toutes les interpellations que vous pouvez nous faire sur les réseaux sociaux, partout pour échanger avec vous. Mais en tout cas, voilà pour moi des retours d'expérience qui sont nécessaires dans la construction de cette offre de service. Merci beaucoup Stéphane. On arrive bientôt à la fin du webinaire, donc on va bientôt alors à la fois voir le résultat du sondage de tout à l'heure, pouvoir répondre à vos diverses questions. Je vous passe tout de suite le deuxième sondage. Alors le deuxième sondage qui est pour le coup plus centré sur Dext. C'est une question pour les personnes qui ne connaissent pas encore Dext ou qui n'utilisent pas encore Dext. Si vous pouvez nous répondre, ça nous permet de savoir si on vous rappelle pour vous proposer une démonstration, si on vous rappelle en priorité, parce que vous pouvez être intéressé. Pour la petite histoire, pendant que vous répondez, pourquoi on a fait cette étude, pourquoi on a eu cette idée cette année, parce qu'on se disait il faut à tout prix qu'on donne un élan positif aux collaborateurs et au cabinet à voir un après la tenue.
qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura plus de boulot parce que ça aura été automatisé avec Dext ou ça aura été primé avec la facture électronique. Et en fait, ce qu'on se rend compte, ce que je me rends compte encore en écoutant Stéphane aujourd'hui, c'est que là, on est en train de discuter comment on met en place cette offre de nouveaux services. On n'est même plus dans le est-ce qu'il y a quelque chose après la tenue. C'est le très positif pour moi, c'est que ça y est, la question elle a été répondue. Il y a des cabinets qui ont réussi à passer outre la tenue, à faire un nouveau business model, à faire des nouveaux services. C'est possible, mais c'est très difficile. Donc, comment on réussit à le faire? Donc, merci pour avoir répondu à ce sondage qui nous permet de guider sur comment prioriser, comment on vous recontacte. Alors, je ne peux pas vous montrer la slide, mais je vais pouvoir vous lire les résultats du précédent sondage avant qu'on revienne à des questions. Donc, avez-vous entamé la transformation de votre offre de service? Donc, on avait « Oui, mon offre a évolué ». 20% d'entre vous ont répondu ça. Oui, c'est en cours. 49% d'entre vous ont répondu ça. Non, c'est un projet. 23%. Et non, pas pour le moment. 6%. Donc, petite analyse très rapide, c'est on voit le oui c'est en cours ou non c'est un projet avec 73%. En gros, c'est vous avez envie, vous êtes dedans et c'est pile le bon moment où vous voulez accélérer. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et pour ceux qui ont répondu oui, mon offre a évolué à 20%, alors là, bravo, parce que c'est encore une fois extrêmement difficile et je pense que du coup, vous êtes à la phase déploiement et mise sur le marché dont parlait Stéphane. Parlez-en s'il vous plaît avec vos référents chez Dext pour nous partager un peu comment vous faites. Nous, notre objectif, c'est aussi de mieux comprendre comment vous avancez, vous redonner des conseils et partager avec vous des bonnes pratiques qu'on voit marcher ici et là. Je pense vous avez tous plus à gagner à partager et à recevoir des bonnes pratiques plutôt que les garder que pour vous. Autant innover le plus possible. Vous êtes tous confrères là-dessus. Stéphane ? Je voyais dans les questions qu'il y avait une réaction de Laurent, notamment sur les nouveaux modèles économiques. Très clairement, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on parle de transformation de l'offre de service, en effet, il y a l'offre de service du cabinet et il y a en effet les nouveaux modèles économiques qu'on peut inventer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est en fait à une période de recomposition de la profession qui est hyper importante. Et j'ai presque envie de dire... là, c'est vraiment le moment de se poser la question de comment je recompose mon offre de service, comment je recompose mon modèle économique et de ne pas se donner de barrières parce qu'on voit vraiment qu'il y a des opportunités qui sont considérables. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut être hyper agile dans sa réflexion, dans sa structuration et également dans son adoption des outils et de la manière de faire. Mais j'ai presque tendance à dire que c'est vraiment un moment qui est un moment hyper enthousiasmant pour la profession. Merci. Stéphane, il y avait une autre question qui était est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de coaching de dirigeants? Bien sûr. Alors, dans les exemples de coaching de dirigeants qu'on voit aujourd'hui se mettre en place dans les cabinets, il y a un élément qui paraît assez caractéristique chez beaucoup de dirigeants, c'est quel outil je peux mettre en place pour m'aider à prendre des décisions. Et ça, moi, je trouve que c'est un exemple qui est très concret. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on peut aider un chef d'entreprise à se munir de véritables outils pour prendre des décisions. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on a trop en ce moment en tête le côté oui, je vais prendre des décisions parce que je vais avoir des datas, parce que je vais avoir des indicateurs, etc. Or, ce qu'on peut se dire, c'est que les datas, les indicateurs, c'est bien, mais à un moment donné, ça va venir saturer en fait le protocole aussi de prise de décision du dirigeant. Donc en réalité, le coaching, par exemple, qui peut être mis en place et qu'on a croisé dans le cadre notamment de l'étude, c'est un cabinet qui a décidé d'accompagner son dirigeant sur une méthodologie de prise de décision qui est fondée en fait sur ce qu'on appelle les zones de réflexion d'esprit critique. Et donc, en fait, de dire, d'un côté, on a des données, de l'autre côté, on a une méthode. Et comment, monsieur le dirigeant, quand vous avez une décision à prendre, un recrutement, un licenciement, l'ouverture d'un nouveau point de vente, l'entrée d'un nouvel associé ou d'un nouvel actionnaire, quelle peut être la démarche rationnelle que vous allez mettre en place pour prendre cette décision? Et donc ça, par exemple, c'est du coaching pour moi de dirigeant. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a aussi des interrogations chez beaucoup de dirigeants sur la manière de se réapproprier son temps. Et donc là aussi, ça fait partie des éléments de coaching. Pourquoi je prends ces deux exemples? Parce que ces deux exemples, en plus, moi, ils me parlent dans le sens où si un expert comptable fait l'effort de se former et d'apprendre ces techniques de coaching pour éventuellement proposer ça à ses clients, en même temps, ça va lui servir à lui.
Et d'une manière générale, j'ai l'habitude de dire que prendre des décisions et gérer son temps, c'est deux éléments. Si les patrons de cabinets d'expertise comptable maîtrisaient parfaitement ces deux domaines-là, eh bien, ils auraient vraiment là aussi, je pense, une qualité de vie qui serait encore approfondie. Donc finalement, le coaching, ça peut être vraiment ça. Et puis il y a un dernier exemple aussi que j'aime beaucoup, moi, qui est l'exemple en fait du coaching collectif. En fait, je pense que nos clients demain, ils vont être de plus en plus dans des communautés. Et en fait, les nouveaux modèles économiques qu'on commence, alors là, du coup, à voir, mais très loin, hein, mais qui vont progressivement se rapprocher, ce sont des modèles économiques que j'appelle éco-communautaires, c'est-à-dire où il y a des questions économiques et où il y a des questions de communauté. Et donc, en réalité, faire du coaching à 5-6 dirigeants qui peuvent avoir la même problématique, ça crée en fait un positionnement de votre cabinet qui n'est plus concurrencié par une plateforme technologique. Ça crée quelque chose qui peut être complémentaire à une plateforme technologique. Mais si vous êtes capable de créer du lien dans un coaching collectif avec des dirigeants, ben ça a vraiment une importance. Et ça, si vous voulez, je pense que c'est aussi un élément qui peut être très, très enrichissant pour des cabinets, c'est de commencer à travailler cette notion de communauté au sein de son portefeuille client. Et je vous dis, on va sortir d'une période où peu de gens se sont vus, où en fait on était beaucoup à distance. On sent que les gens vont vouloir réinvestir dans l'aspect rencontre. Et donc là aussi, ça peut être un bon moment pour des cabinets. Moi, je prends toujours cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui avait été primé il y a quelques années. Mais l'idée d'avoir, par exemple, un moment, une journée où les clients du cabinet viennent présenter leur métier aux autres personnes qui sont clientes du cabinet, je trouve que c'est une idée qui est tout simplement très très géniale pour favoriser du business croisé et pour permettre finalement le développement d'une approche un peu différente du cabinet. Donc voilà un petit peu sur ces deux questions ce que je peux vous apporter comme complément. Merci beaucoup Stéphane. Et puis on arrive, ça fait pile 1h01 qu'on a démarré le webinaire, donc on va arrêter là la réponse aux questions pour pouvoir vous libérer. Dernière chose que je vous demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre 30 secondes pour nous écrire dans questions et réponses pour savoir si vous avez trouvé ça intéressant et surtout sur quel thème vous auriez apprécié qu'on approfondisse ou qu'on approfondisse des nouveaux webinaires qu'on puisse vous proposer dans le futur. On n'a pas du tout répondu aux questions sur Dext pour les gens qui nous ont posé des questions sur Dext. Vos référents de compte pourront revenir vers vous et les personnes qui travaillent pas encore vers nous, vous pouvez évidemment nous contacter pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas. Et bien, il me reste à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup Stéphane pour ce webinaire, pour la participation de façon générale à l'étude. Merci beaucoup Ronan pour le projet de l'étude et le webinaire. Merci Inès qui nous a aidé à organiser le webinaire. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Très bonne soirée. Merci à tous. Merci, au revoir.